d'opportunistes. Nous sommes des hommes politiques. Il y a 35 partis politiques qui ont apporté leur signature au G20, mais la dénomination est restée G20. C'est ça. Vous croyez que les 35 leaders de l'opposition sont venus pour espérer quelque chose? Ce sont des acteurs politiques depuis de longue date. Mais en tout cas, pour ce qui me concerne. En 2018, vous étiez dans le MRC, je crois. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. Moi, je peux vous faire une confidence. J'ai animé la cérémonie de déclaration du G20 au Hilton Hotel de Yaoundé. Oui. Je peux vous dire la bataille féroce qu'il y a eu pour désigner le représentant parmi les 20 qui devaient lire la déclaration. Il paraît que celui-là devait être plus vu par le chef de l'État. Positionnement. Non, attendez. Par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas ironiser. Parce que c'est pas de vous, c'est pas de vous. Mais non, du tout. Je suis loin d'ironiser. C'est un sujet très sérieux. Nous sommes dans un pays où on a l'impression que les gens sont davantage des citoyens communautaristes que des citoyens de la République. Moi, je considère que le devoir citoyen nous interpelle, nous amène à nous prononcer sur un événement majeur qu'est l'élection du président de la République et faire un choix clair. Je suis contre la neutralité. Moi, je suis pour un choix clair. J'ai choisi mon camp et je l'assume entièrement. Le docteur Souma vient de se livrer, non pas une analyse, mais à une expression de sentiment personnel. Je peux le respecter. Mais encore une fois, mon choix n'est pas guidé par ce qu'il appelle l'opportunisme de caisse. Non, mon choix est guidé par rapport à l'avenir de mon pays dans les 7 prochaines années. D'accord. Quand je vois les acteurs en présence... Parce que quand vous avez rejeté en 2018... Mais c'est normal. Et alors j'ai voté pour un candidat que je soutiens, M. Maurice Kamto. C'est bien. J'étais un cadre du MRC, monsieur. C'est vrai. Aujourd'hui, j'ai parfaitement le droit. Je rappelle que Jacques Chirac, qui a fabriqué Nicolas Sarkozy, a appelé en 2012, alors qu'il y avait une compétition Hollande-Sarkozy, il appelait à voter le socialiste François Hollande. On n'a pas dit que c'était alimentaire, hein. Mais quand je dis même c'est alimentaire. Donc il faut arrêter ce genre, il faut arrêter ce genre de raisonnement. Peu importe. Sarkozy, il a fait. D'accord. Aujourd'hui, on a des gens qui ont trahi Paul Biya. Donc vous restez solidement et d'autres ont trahi derrière votre candidat. M. Paul Biya, c'est le candidat des 12 le plus crédible. Et parmi les clair partis, en termes d'expérience et tout. Parmi c'est comme tout, on est d'accord. Dans les partis du G20, il y en a qui sont à la base des partis d'opposition, d'autres pas, puisque d'autres sont historiquement affiliés au RDPC. Je vais rajouter 2 choses en 2 secondes. Le président Paul Biya a voulu le G20 en 2018. Je crois qu'à l'époque, c'est le MINAC qui a été chargé de mettre en musique le G20 pour la première fois. 2018 2018, l'élection 2018. Non, je vous dis, j'ai été au centre. C'était 2018 quand même. De l'organisation du G20 en 2018, donc je peux vous en parler mieux que quiconque en tout cas. Alors, je termine en disant ceci. Donc, il ne faut pas confondre ceux qui ont pris le parti pour un candidat et ceux qui se rallient au RDPC. Ce n'est pas le cas pour ce qui me concerne. Ils sont aux antipodes de ma philosophie politique. Le libéralisme communautaire, je n'y adhère pas. Je ne suis pas là pour faire un bilan de 43 ans. Il y a des aspects où le président n'a pas toujours réussi. Je rappelle que si M. Biya voulait détruire le Cameroun, il aurait-il lancé l'opération Épervier? Si vous voulez détruire, si vous voulez détruire le Cameroun, aurait-il mis en place... Vous m'aviez dit à Equinox un jour que le plateau Épervier était un règlement de compte. Vous me l'avez dit. Tu m'interromps. Non, mon frère, tu me l'avais dit. Qu'est-ce que tu as dit de Kamto? Vous m'avez dit à un débat face à face que l'opération Épervier était un règlement de compte. S'il te plaît. Il a mis en place l'opération Épervier. Bravo. Parce que justement, il était convaincu que ce qu'il a nommé, il y a eu 259 remaniements depuis 1982. Ces ministres en prison, vous avez un SGPR qui a été condamné. Vous avez même un Premier ministre. Vous avez un MINDEF en prison. Vous avez un MINFI. Moi, j'ai été voisin de M. Abba au CED, comprenez? Donc, tous ces cadors de la République l'ont trahi. Bravo de le dire. C'est bien parce que lui... C'était pas un règlement de compte politique. D'accord, écoutez, s'il vous plaît, permettez-nous d'avancer.
permettez qu'on avance. Il veut brouiller le débat. Non, oui. C'est ce qu'on m'avait dit. Non, parce que... Qui réglait non, s'il vous plaît, personne ne s'engage. Célestin, je vais sortir le truc. Quand je te rappelle ce que tu as dit sur la s'il vous plaît, je suis d'accord, mais je suis pas de MSC. Vous interdisez Avançons. Il va dire que le président réglait les comptes. Ok, alors il y a Robert Bapolipote qui est avec nous parce qu'il était membre éminent du G20 en 2018, qui dit le discours alimentaire qui met entre parenthèses des convictions politiques et idéologiques est tellement dévaluant qu'il peut conforter les interrogations inextricables. Ayez du respect pour notre race. Non, Bapo a au moins raison, parce que Kodok était déjà avec le président. Dans le G20, il y a des bonnes graines et des mauvaises graines. C'est la même chose que N'Djamène. Non. Il y a des gens qui sont restés cohérents comme Bapo, parce que Bapo était avec nous. Il est péciste, hein? Non, c'est le fils de Kodok. Je connais Bapo, il peut témoigner que je suis témoin. Kodok a toujours été avec Paul Biya depuis le mars 92. Et Bapo a dit, je prends le relais. Ok, s'il vous plaît, professeur. Mais les autres ne sont pas de bonnes graines. Mais non, deux poids, deux mesures. Bapo, c'est une bonne graine. Deux poids, deux mesures. Ce qu'on doit retenir, Bapo est cohérent, mais les autres non. Ce qu'on a à retenir, c'est que parmi les partis du G20, nous avons c'est de l'opposition dont parle Jeune Afrique. Dont parle Jeune Afrique, et Jeune Afrique parle de l'opposition camerounaise en termes de l'opposition la plus bête d'Afrique. Ils ont raison. C'est vrai, c'est sous la forme interrogative. Sous la forme interrogative et... Parce que l'opposition est non, je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donné la parole. Je la donne à Fesso. Laurent, ministre d'État. Nous allons enlever Moutazé, ministre, l'excellent ministre des Finances. Nous allons enlever Sadi. Nous allons enlever Ibaïsi. Nous allons enlever Kecha. Nous allons enlever... Et s'il ne refuse de partir, puisque nous, on va parler après le président s'il gagne, nous allons envoyer des gendarmes et les déloger. Vous comprenez que nous sommes plus divisés que ces opposants. Mais ça, c'est une... Ah oui, je l'assume. Révélation suffisamment... Et cette révélation qui est une exclusivité de votre émission, qu'on sache que ce combat ne va pas s'arrêter là. Quand on parle de l'opposition, c'est pour nous distraire. Aujourd'hui, dans cet ordre donc, deuxième point, et j'ai dit que je terminais, prenez très au sérieux M. Belobou Baïmaïgari et Chirouma. Parce que je crois que... Bon, je ne trahis personne. Il y a une alliance qui se prépare. Non. Elle n'a pas voulu vous dire. Bon, écoutez, je suis dans les coulisses puisque je suis sollicité. Non, justement, on parle pas d'alliance. Dans cette alliance, je vous garantis donc que, comme le ministre Kamto a décidé, j'anticipe donc, de rejoindre Belobou Baïmaïgari et Chirouma et les autres. C'est décidé. Oh, ben écoutez, je suis politique. Retenez ce que j'ai dit sur cette télé. Parce qu'ils se sont aussi dit que quand ils préparent quelque chose, on frappe dessus. Monsieur Kamto part, on frappe. Je vous dis donc que le choc, s'il y a objectivement, si nous les biaïstes, nous ne nous retrouvons pas pour nous parler, l'alliance Chirouma, Bello, Kamto, nous aurons du mal à les battre à l'élection présidentielle. D'accord, Dieu donné son... Sauf si le président Paul Biya nous parle. Ouais, là, ça va changer tout. Alors, est-ce que les divisions, l'impossible entente entre opposants, finalement, et parfois même les ambitions personnelles entre leaders de l'opposition, ne favorisent pas la difficile émergence de l'opposition camerounaise? L'opposition n'a jamais été un parti politique. C'est un ensemble de partis politiques dont certains sont à gauche du parti au pouvoir qu'ils combattent, d'autres à droite du parti au pouvoir qu'ils combattent. Autrement dit, dans l'opposition, on trouve des gens plus opposés entre eux qui ne le sont avec celui qui est au pouvoir. Donc, je crois qu'on ne peut pas bâtir une idéologie de la coalition systématique de l'opposition. Cela n'a aucun sens politique. Et donc, François Soudan, que Jeune Afrique exagère lorsqu'il parle d'une opposition bête? Non, bête peut-être, bête pas nécessairement. Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article. Mais s'il disait bête au motif qu'on ne coalise pas là, c'est un non-sens. Vous ne pouvez pas coaliser les communistes avec les nazis. Parce que les communistes et les nazis étaient
chacun plus opposés encore. Ils étaient plus opposés qu'ils ne l'étaient avec celui, avec le régime qui est au centre. Comment voulez-vous que des extrêmes coalisent pour... Ça va donner quoi à l'issue? Supposons donc que deux extrêmes gagnent. Hein? Vous avez ici l'extrême droite qui veut chasser les immigrés et l'extrême gauche qui veut les intégrer. Vous voyez donc l'extrême droite qui veut chasser les immigrés et l'extrême gauche qui veut les intégrer s'associer pour renverser un pouvoir centriste qui lui au moins essaye, n'est-ce pas, de trouver un moyen terme entre les deux. Le juste milieu entre... Oui. Alors, ça veut dire que vous parlez des choses qui n'ont pas de sens. Dans ce cas de donner son basque, il y aurait, on va ressortir par là des mesures concrètes, des actions à entreprendre pour que l'opposition redore son image. Non, moi il n'ait plus cette réputation que projette Jeune Afrique et François Soudan. Non, je préfère la posture de Cabral et de Choucho aussi. Ils disent que les partis doivent se structurer en fonction de leurs idéologies. Les Africains doivent apprendre à juger les idéologies et sortir de la stratégie alimentaire et communautaire. Parce que dès lors que vous ne vous appuyez pas sur l'idéologie, qu'est-ce qui reste? C'est l'utilitarisme, c'est-à-dire l'opportunisme politique, et le communautarisme politique. C'est tout. Autrement dit, le pouvoir commence à se présenter en termes de communauté, de groupes de communauté, de bras de fer tribal. Dès lors que vous sortez des idéologies. Donc moi je pense que bon, c'était un peu excessif. L'opposition camerounaise est la plus bête. Mais cela met en évidence une chose, c'est que nécessairement nos opposants n'ont pas encore pu trouver un moyen de mobilisation populaire contre le régime libyen. Ils n'ont pas un environnement politique assez rude, difficile quand même. Quand on est opposant, on s'engage à la lutte politique. Mais Sangan Nyanding dit que c'est difficile d'être opposant au Cameroun. Non, ça n'a jamais été facile nulle part. Quand ils veulent faire un meeting, il y a les gendarmes. Les opposants, quand ils veulent se mouvoir, regardez en guise d'illustration, pour vous montrer que Paul Biya, que moi, je représente Idoïkois. Moi, j'avais mon regardez au palais, n'est-ce pas? On a passé combien de semaines sans Paul Biya à recevoir des groupes politiques, hormis les évêques qui ont dit, nous, on ne vient pas pour le soutien, nous venons pour la paix. Parce que j'ai causé avec des évêques qui m'ont dit, nous ne venons pas s'ils nous disent que c'est un soutien. Finalement, les groupes permanents des évêques est venu, ils ont dit, on vient pour la paix. Tous les autres, pendant combien de jours, le monde le regardait. Moi, j'ai des gens, mon Dieu, oui, Dieu donné pour c'est pas normal. Or, quand un opposant veut se mouvoir, il y a la police, il y a la gendarmerie. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas ce que Paul Biya oui, laissez-le aller donc jusqu'au bout. Moi, j'ai vu des opposants faire des meetings. Être opposant, c'est difficile. Il dit qu'il a eu des opposants faire des meetings. Oui. J'ai dit donc encourageons que ça continue. Le problème fondamental, c'est qu'on s'est un peu plombé dans le Biya Mosgo qui date de 92. Nous sommes d'accord. Au lieu de développer une véritable idéologie de mobilisation. Comment? Si tu t'interdis de là, meetings, non, mais ça, laisse-moi parler. Oui. Cabral ne pouvait pas faire de meetings. J'ai dit aujourd'hui. Non, Cabral ne pouvait pas faire de meetings. C'est pour ça que... Moi, j'avais même pitié de lui à un moment donné. Nous avons... Non, il y a une perspective d'une idéologie de mobilisation. Le fédéralisme. J'ai dit et je répète que les partis fédéralistes doivent se rapprocher et présenter ça comme une idéologie alternative qui va nous sortir du bras de fer communautaire. Et je crois que le discours de Jeune Afrique ne porte pas nécessairement sur l'éclatation entre partis, il porte même sur... Parce que quand on voit le régime de Biya est déjà très âgé, très vieux, et son bilan n'est pas extraordinaire. Donc, Jeune Afrique estime que c'est un temps à battre facilement. Mais seulement l'opposition
n'a jamais développé une idéologie de mobilisation susceptible de l'amener à battre le régime. Donc il n'y a rien à faire pour renverser la tendance. Mais c'est ce que je dis ceci. Il faut tenir aux Camerounais ce qu'il faut faire. un discours nouveau. D'accord. Étant donné que le problème, c'est les 7500 milliards. Et les 500 000 postes. La logique des partis aujourd'hui, c'est chassons Biya, nous on prend sa place. Le discours du fédéralisme plaît parce qu'il dit non. N'adoptons plus un modèle où une sorte de divinité a étudié et distribue l'argent comme elle veut. Cassons la caisse en deux. Une partie reste à Yaoundé, l'autre partie est distribuée aux États régionaux. Voilà, okay. C'est le discours-là qu'ils doivent tenir, n'est-ce pas, pour devenir une vraie opposition. On va ressortir très vite. Oui, Célestin, c'est une opposition bête. D'abord, avant de réagir à la question de Jeune Afrique, tout à l'heure, mon ami Pascal a parlé de son impact dans la diaspora. Le RDPC France, que je connais bien, j'en profite pour dire un bonjour à M. David Vondon et aussi au maire de Ngoumou, que j'ai bien connu dans la diaspora, Jean-Baptiste Atemengue. L'opposition dans la diaspora. Moi, j'étais secrétaire à la communication du SDF France pendant de nombreuses années. Et je m'enorgueillis, je me réjouis que l'opposition en France ait eu un impact positif. Est-ce que vous savez que le droit de vote de la diaspora, c'est moi qui l'ai suscité? En 2009, le président Paul Biya est à Dauphine. Je me suis au pavillon Dauphine. Je me suis invité. Je n'ai pas arraché le micro, j'ai pris le micro. J'ai exposé au président, il était en face de moi, deux préoccupations. Premièrement, le droit de vote de la diaspora, on est en 2009. Droit de vote de la diaspora et la reconnaissance de la double nationalité. Le président improvise et me répond. Je vous garantis que vous allez voter en 2011. Et effectivement, il a tenu parole. Reste maintenant, et on va continuer là-dessus, la reconnaissance du droit de la double nationalité et l'abrogation de la loi 68 sur, effectivement, les naturalisations et autres. Maintenant, donc l'opposition en France a été une opposition sincère, efficace, et qui a été plus productive que le RDPC France. Maintenant, sur les propos du docteur Essomba, je veux simplement rappeler que... Non, je ne suis pas dans la polémique. Non, c'est pas la polémique. Oui, d'accord, mais je souhaite qu'on reste sur... Non, mais pourquoi vous me présumez que je sois incorrect? Je suis en train de dire ceci. Il faut justement sortir de l'idéologie. L'ère des idéologies est dépassée, docteur Essomba. Il ne faut plus en parler. Aujourd'hui, les Camerounais ont des problèmes cruciaux. L'énergie, les routes, les hôpitaux, etc. Les libertés fondamentales. C'est de ça qu'il faut parler. Là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on vient nous empester avec les idéologies? C'est terminé tout ça. Je suis d'accord avec vous. Vous rendez compte que si Macron a été élu en France en 2017 parce que justement, les Français avaient marre des idéologies. Ils ont balayé le mastodonte PS, ils ont balayé l'UMP, ils ont donné le pouvoir à Macron qui se prétendait non idéologique. Au-dessus des partis. En tout cas, qui était adossé. Voilà, et c'est ça. Donc aujourd'hui, je crois que ce qui a été vrai en 2017 pour la France, l'est également pour le Cameroun. Par ailleurs, il ne faut pas exagérer sur le titre de François Soudan. Premièrement, je rappelle qu'il y a 2 ans, ils ont stigmatisé la première dame. Ils ont dit Madame la Présidente. Ironie. Sous-entendu, en vérité, ce n'est pas son mari qui dirigeait, c'est elle-même. Ils ont été très virulents avec le pouvoir. Aujourd'hui, quand ils portent la critique sur l'opposition, on s'offusque. Mais pourquoi? Je crois qu'en vérité, l'opposition camerounaise souffre de 3 grands mots. Premièrement, l'égocentrisme exacerbé. Depuis 1992, il n'y a jamais eu franc jeu entre les différents acteurs politiques de l'opposition. Rappelez-vous, alors qu'une série de partis politiques s'étaient réunis derrière Ni John Frundi, M. Jean-Jacques Ekindi, je crois aussi Bello Bouba Maïgari et autres, et Maotou, ont joué au franc-tireur. Ils sont allés se porter candidat. Et effectivement, si ils avaient fait chorus derrière Frundi,
il est évident que les 36% de Frondier, ce serait largement au-dessus du président sortant, à l'époque Paul Biya. Et donc, il souffre d'un égocentrisme exacerbé. Deuxièmement, parmi les 11 en liste là, contre le président Paul Biya, c'est le Djamel que je connais. Beaucoup sont des, je le répète ici, sont des pseudo-opposants. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'original à la copie. Tous ces gens-là, de loin ou de près, ont été bénéficiaires des facilités qui leur ont été offertes. Je prends le cas du jeune Hiram Iyodi. Rappelez-vous qu'il était RDPC au Canada. Oui, il était président de la sous-section RDPC Canada. De Montréal. Vous connaissez les liens de monsieur la famille Akere, Mouna, avec le régime UNC, ensuite RDPC. Vous connaissez, je ne parle même pas des deux anciens ministres. Donc, je ne veux pas aggraver la situation. Tout ceci pour dire quoi? Que le titre de Jeune Afrique est parfaitement logique. Il y a 4 ans, quand j'ai quitté le SDF, j'ai dit que le bateau coulait. J'ai eu justement une interview de Jeune Afrique où j'ai dit que je ne serais pas suicidaire si le bateau coule. Parce que justement le bateau coulait déjà. Et je suis allé au MRC. Et là-bas, ça n'a pas été mieux. On a vu un leader qui est devenu quasiment un gourou, qui est parti d'incohérence en incohérence, des errements politiques, tout le temps, au point de finir au Manidem. C'est extrêmement grave. S'il avait entendu mon conseil en 2020, j'ai dit que cette décision était une décision suicidaire. Suicidaire. Aujourd'hui, je suis conduit à penser. Je suis conduit à penser. Non, je n'ai pas pleuré. J'ai fait une affirmation démontrée. Aujourd'hui, Pascal, laisse-moi parler. Je suis amené à constater que aujourd'hui, l'opposition camerounaise, et je donne raison à Jeune Afrique, est en salle de réanimation. Ils sont dans un état de coma très profond. On ne peut donc pas fragiliser un quasi-cadavre. Et c'est pour ça que je crée un pas, pour renouveler le sens justement de l'opposition au Cameroun, qui se veut patriotique et républicaine. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes plus dans l'ère des idéologies, docteur Essomba. Nous sommes dans l'ère du pragmatisme et du réalisme camerounais. Et c'est vers là qu'il faut aller. Deuxièmement, l'opposition souffre, effectivement, je crois que c'est ça qu'il a dit. Il y a le fait qu'on a remplacé le Bien Moscou, les slogans, par le programme politique. Non. Nous avons l'honorable Namdjouya qui est 6 pieds sur terre, sous terre. Gustave Essaka, Nidjon Frondier, qui sont des héros morts, malheureusement. Ils ont tout le temps dit Bien Moscou, avec l'hommage que je rends de manière spéciale à Nidjon Frondier, qui était mon mentor politique. Donc je dis ceci. Il faut démontrer aux Camerounais que nous sommes crédibles, qu'il y a une autre alternative face au pouvoir RDPC qui se focalise sur ce vieux libéralisme communautaire écrit par un UPCiste Sengako. Donc voilà le problème de l'opposition. J'ai parlé de connivence avec le système. C'est là les réalités qui font qu'effectivement, Jeune Afrique a été amenée à dire ce qu'ils ont dit. À faire ce constat. Maintenant, si nous ne faisons pas notre aggiornamento, c'est-à-dire qu'on doit avoir l'humilité de se rasseoir, de dire que mais où on a péché. Parce que si on continue à ce rythme-là, si on ne sait pas s'humilier pour reconnaître qu'on a échoué, on n'ira nulle part. Et quand je vois le spectacle de M. Tiroma, qui se prend pour un chevalier blanc de l'opposition, qui avait le pouvoir, qui n'a absolument rien fait. Je rappelle que M. Tiroma, en 2024, il a défendu le chef. Non, il a célébré le chef de l'État. Oui. Toute sa vie au gouvernement. Voilà. Et je prends un exemple très simple, Pascal. En 2024, l'année dernière, il y a eu une inondation monstrueuse dans l'extrême nord. Le président Biya, de manière souveraine, a débloqué 350 millions de francs CFA. Et Samuel Eto'o, 50 millions. Qu'est-ce que Tiroma a fait? Il n'est même pas allé dans le Grand Nord. Comprenez? Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, et il peut citer aussi l'histoire de Vanessa Tchatchou, Bibingota, qui est mort en prison, Tiroma n'a rien dit. Il glorifiait son mentor de l'époque, M. Paul Biya. Et aujourd'hui, il se fait passer pour le chevalier blanc. Je dis non, ne votez pas pour des fake opposants. Comprenez? Donc, nous avons aujourd'hui chez nous du sky, du faux cuir et du vrai cuir. Le vrai cuir, c'est le candidat Paul Biya. Et il faut aller vers l'original. Dans la camelote, c'est la camelote. C'est la contrefaçon. Il y a des produits de contrefaçon et il y a un produit authentique. Donc moi, je vote pour le produit authentique. Et l'opposition, encore une fois, malheureusement, est en salle de rémunération. Et si elle veut revivre, elle doit s'amender.
et revoie ses erreurs qui ont été fatales. Je n'ai pas quitté le SIEF pour rien. J'ai fait le constat que les sénateurs de l'époque, j'ai fait le constat que les parlementaires, en général du SIEF, partaient à l'Assemblée pour négocier les marchés. Alors même que c'est un parti de masse qui tirait sa substance des masses. Ils ont coupé le pont avec les masses. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je fais? Moi, social-démocrate, je n'avais plus rien à faire dans ce parti politique. Pareil pour le MRC, qui a mis en place une meute cybernétique, qui n'arrêtait pas de lancer des venins tribalistes, justement, et c'est ça qui importe M. Kanto, qui n'est ni au MRC aujourd'hui, ni au Manidem. Vous voyez, finir au garage après 10 ans de règne au MRC, c'est vraiment triste. Je regrette, et j'adouble le titre de Jeune Afrique.